à tous, Maurice Garay, Institut Fibonacci. On parle aujourd'hui de ce sujet, Maths A Polytechnique 2023 filière MP, un sujet qu'on attendait depuis longtemps. Donc c'est un sujet sur les quaternions. Les quaternions, ce n'est pas nouveau. Au concours, on a beaucoup d'exemples de sujets où les quaternions ont déjà été abordés. Alors voyons quels sont les prérequis pour aborder ce sujet. D'abord, vous devez avoir des notions de base sur le produit scalaire et les espaces euclidiens. Ensuite, vous devez savoir ce que c'est qu'un espace vectoriel normé. Et enfin, quelques petites notions sur le groupe orthogonal en dimension 2 et 3 sont les bienvenues. Alors, le contenu du sujet. C'est un sujet sur les quaternions, c'est-à-dire sur un corps qui est plus gros que C. Vous savez que les rationnels forment un corps. Les réels forment un corps plus gros, qui contiennent Q comme sous-corps. Les complexes forment un corps encore plus grand que R. Les quaternions forment un corps plus grand que C. Ce corps n'est pas commutatif. Donc on peut dire que c'est un corps, mais c'est un corps entre guillemets. Donc on parle de corps gauche pour ce qui concerne les quaternions. Donc on distingue trois parties dans ce sujet. Dans la première partie, vous allez montrer que c'est un corps, c'est-à-dire que les éléments non nuls sont inversibles. Et pour cela, vous allez généraliser la formule qui existe sur les complexes. Sur les complexes, vous savez que l'inverse de z, quand z est non nul, c'est le quotient de z par son module au carré. Dans la deuxième partie, vous allez utiliser les quaternions, et en fait, c'est là que vous allez comprendre pourquoi on a introduit ces quaternions, parce qu'a priori, on pourra introduire absolument n'importe quoi, comme algèbre. Et donc, les quaternions, ça nous sert, en premier lieu, à écrire les rotations dans R3. Vous savez que les complexes permettent d'écrire les rotations dans le plan. La multiplication par EIθ, c'est la rotation dans le θ. Eh bien, les quaternions vont nous permettre de faire quelque chose d'analogue dans R3, d'où leur utilité. La troisième partie, cerise sur le gâteau, c'est une application en plus, une application, le théorème de von Neumann-Jordan. Théorème qui vous dit quand est-ce qu'une norme provient d'un produit scalaire. Alors j'ai bien dit Jordan et pas Jordan. Camille Jordan, illustre mathématicien du 19e siècle, un des fondateurs de la topologie, un livre sur la théorie de Galois absolument magnifique, un cours d'analyse à l'école polytechnique qui fait rêver, Camille Jordan, enterré au Père-Lachaise. D'ailleurs, petite parenthèse, Madame Hidalgo, s'il était possible de supprimer la poubelle qui est juste devant la tombe de Jordan, je pense que cela ferait plaisir à beaucoup de mathématiciens. Donc, il ne s'agit pas de Camille Jordan, mais du mathématicien et physicien Pasquale Jordan. Jordan, connu pour ses travaux de mécanique quantique et notamment pour le Drei-Männer-Arbeit. Drei-Männer-Arbeit, c'est ce travail qui a regroupé Heisenberg, Max Born et Jordan pour fonder la mécanique quantique et créer ce qu'on a appelé la mécanique quantique matricielle. Alors, je ne vais pas vous dévoiler plus sur le sujet, je ne vais pas vous donner des réponses aux questions, je pense qu'il vaut mieux le faire vous-même. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire un petit peu la notion d'algèbre. Parce que souvent, en classe préparatoire, on a pris l'habitude d'introduire la notion d'algèbre comme des sous-algèbres de matrice. C'est un point de vue qui vaut ce qu'il vaut, mais je voudrais vous montrer un autre point de vue et vous montrer comment ils se rejoignent. Parce que je pense que c'est important de voir les différentes facettes d'un même concept en mathématiques. Donc, je vais considérer une R-algèbre engendrée par deux éléments. Donc, on a une R-algèbre, et puis j'ai deux éléments, G1 et X. Si je suppose qu'il n'y a aucune relation, c'est-à-dire que si je fais x carré, x au cube, eh bien ils sont linéairement indépendants de 1 et de x, etc. Donc si ceux-là sont indépendants, dans ce cas, j'aurai l'algèbre des polynômes. Si je suppose qu'il y a une relation, par exemple que x carré, c'est égal à moins 1, eh bien dans ce cas-là, mon algèbre, ce sera C. Et x, en général, on va l'appeler I. Alors cette algèbre est un corps, ça veut dire que si vous avez un élément Z qui s'écrit A plus IB,
et que z est non nul, son inverse est donné par la formule z. On définit l'algèbre des quaternions par trois générateurs, I, J et K. On impose que ce soit des structures complexes, c'est-à-dire que I carré c'est moins 1, J carré c'est moins 1 et K carré c'est moins 1, et que leur produit soit égal à moins 1. Bon, pour l'instant, c'est des relations assez mystérieuses, et au fur et à mesure qu'on va mieux connaître ces quaternions, on va s'habituer. Alors, si je multiplie à droite par K la relation IJK égale moins 1, donc j'obtiens IJK carré égale moins K. Oui, mais K carré étant égal à moins 1, ça vous dit que IJ égale K. De même, si je multiplie à gauche par I, j'obtiens que I carré JK égale moins I, et ça vous dit donc que moins JK égale I. De quaternion, vous avez les relations suivantes. Vous avez IJ égale K, et après vous pouvez permuter cycliquement les éléments. Donc JK, ça nous fera I, KI, ça nous fera J. D'accord ? Autre relation que l'on peut déduire de cela, c'est que IJ, c'est égal à moins J. Faites-le en exercice. Donc voilà notre algèbre de quaternion. Alors, on est un petit peu embêté parce que c'est quand même quelque chose de très abstrait. Donc, quand vous avez une algèbre abstraite, vous avez envie de savoir ce que c'est concrètement. Supposons par exemple que vous ayez défini les complexes comme la R-algèbre engendrée par 1 et I. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une R-algèbre, donc c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc vous pouvez considérer l'application de C dans C, qui est tout simplement la multiplication par I. Donc si je me place dans une base de mon algèbre, c'est-à-dire si j'écris que Z c'est X plus Y, j'ai une application linéaire et donc une matrice. La matrice de cette application linéaire, ce sera quoi? Donc ici j'ai X plus Y donne IX moins Y. Ce qui me dit que la matrice associée à I, je vais l'appeler grand I, c'est égal à moins Y, donc ça fait 0, moins 1, 1, 0. C'est-à-dire, c'est la rotation d'angle pi sur 2. Ce qui est bien ce à quoi on s'attendait en multipliant un complexe par I. Donc je peux très bien dire, mes complexes, en fait, je les ai plongés dans un espace de matrice. C'est-à-dire que j'ai écrit C dans M2 de R, et au nombre complexe X plus Y, j'associe la matrice à X fois l'identité, plus Y fois I, pardonnez si mon I c'est en fait une rotation. Mais ce sera les notations qui seront utilisées après dans le sujet. Donc on peut voir notre algèbre comme une sous-algèbre de matrice. Faisons la même chose pour les quaternions. Donc j'ai mes quaternions, je peux les écrire sous la forme A plus IB plus JC plus K fois D. Et donc maintenant, H, c'est un espace vectoriel réel de dimension 4, et donc je peux lui associer les matrices associées la matrice associée à la multiplication par le quaternion. Donc si je prends X, je peux lui associer Q fois X. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de le voir comme un C espace vectoriel de dimension 2. Donc c'est-à-dire que je vais considérer que U, Q, c'est de la forme A plus B fois J, où attention maintenant A et B sont des complexes. Et donc j'aurai l'application pareille de H dans H, qui a X associe Q fois X. Alors,
Là, il y a un piège. Quel est le piège? Regardez votre application phi. Si je fais phi de i fois x, ça me fait q de ix. Mais ça, en général, ce sera différent de iqx, parce que les quaternions, c'est non commutatif. Donc ça ne marche pas. Heureusement, il n'y a pas grand-chose à changer pour que ça marche. Si vous prenez celle-ci, maintenant ça marche. Donc vous pouvez représenter chaque quaternion comme une application linéaire. Et donc maintenant, vous avez un plongement, c'est-à-dire une injection des quaternions dans les matrices de 2 dans C. Alors évidemment, ça va dépendre de choix. Est-ce que vous choisissez un IJK comme base? Est-ce que vous choisissez un JKI, etc. Mais à peu de choses près, tous ces plongements vont vous donner à peu près la même chose, à des signes près, à des permutations près. Donc voilà. Donc ça, c'est une façon de voir les quaternions. Alors, systématiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans l'enseignement en classe préparatoire, on passe toujours par ces représentations matricielles, parce qu'on pense que c'est plus simple pour les élèves. Je ne crois pas que ce soit vraiment plus simple. Je pense qu'il faut mieux voir les deux facettes. Vous avez un objet abstrait, l'algèbre. Cette algèbre, vous la représentez de manière concrète comme une algèbre de matrice. Il n'y a pas tellement raison de préférer l'une à l'autre. Parfois, vous utiliserez l'une, parfois, vous utiliserez l'autre, exactement comme en algèbre linéaire. Parfois, vous dites, on se place dans Rn, et puis parfois, vous dites, je considère un espace vectoriel de dimension n. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a été bien utile, et je vous dis à très bientôt.